Qu'est-ce que la thérapie psychédélique? Bonjour mes amis des champis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Vous allez assister à un échange que j'ai eu lundi dernier avec Séverine Barbier qui tient une chaîne YouTube sur la thérapie psychédélique. Alors vous demandez peut-être ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les risques et les bienfaits potentiels. Eh bien, vous allez le découvrir tout au long de cet échange. Je tiens juste à faire un petit avertissement avant de commencer. Le but de cette vidéo, c'est en aucun cas de promouvoir la prise de psychédéliques. Je le rappelle, ces substances sont interdites et illégales en France. Le but de la vidéo est tout simplement d'informer sur ce que sont que les psychédéliques. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à très vite. Bonjour Séverine et un grand merci pour votre temps. Je suis ravi de vous accueillir sur le podcast du Café des Guerriers pour parler de thérapie psychédélique. Donc déjà, bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation. Moi, je suis très touché que vous ayez accepté parce que moi, j'ai découvert votre travail sur YouTube et j'ai vraiment énormément apprécié la transparence avec laquelle vous partagez votre expérience sur les psychédéliques et même de façon plus générale. Du coup, je me suis dit que ce serait très intéressant de vous interviewer pour nos auditeurs, les gens qui nous regardent, pour qu'ils puissent comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la thérapie psychédélique. Mais déjà, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, du coup, je m'appelle Séverine Barbier, j'ai 41 ans et je suis la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle. Donc, j'étais déjà dans le milieu du transpersonnel depuis 6 ans et également psychopraticienne en maïeusthésie, qui est une approche de communication et de psychologie de la pertinence. Voilà, à Hmm. peu près. C'est formidable. Et pour la petite anecdote, juste avant ce podcast, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle, à la fin, je partageais un conseil de cet auteur, François Roustan, que vous connaissez certainement. Et Oui. du coup, je vois dans cette rencontre et cet échange un heureux hasard. Dans la dernière vidéo, effectivement, je partageais un conseil de ce livre qui s'appelle Savoir attendre de François Roustan, qui est un des pères de l'hypnothérapie en France. Et je suis ravi de pouvoir échanger et de voir que finalement, la thérapie psychédélique, c'est peut-être pas non plus si éloigné euh, que ça de l'hypnose. Oui, obligatoirement. L'hypnose, d'une manière générale, c'est un outil qui amène aux états élargis de conscience, mais ça reste un outil parmi tant d'autres. Et parmi tous les autres outils qu'on peut retrouver, il peut y avoir justement la méditation, la respiration holotropique, les tambours et les thérapies psychédéliques, parce que tous ces outils-là, très différents, ont pour objectif justement d'amener aux états élargis de conscience, c'est-à-dire avoir conscience de plus de choses que l'on en a dans notre état d'éveil normal. Formidable. Et peut-être pour commencer cet échange, est-ce qu'on pourrait essayer de définir ce que c'est que la thérapie psychédélique pour les gens qui nous écoutent? C'est une très bonne question et surtout les réponses selon qui vous allez interroger sur le sujet vont être très variées. Certains vont penser que la thérapie psychédélique, telle qu'on peut l'entendre avec le mot thérapie, eh ben, c'est pour aller mieux, se sentir guérir des parts de soi qui ont été blessées, mettre en lumière certaines ombres pour pouvoir justement, d'une certaine façon, quand les ombres sont mises en lumière, c'est beaucoup plus facile ensuite de les accueillir, de les accepter, et puis du coup, elles deviennent un peu moins fortes dans notre personnalité. On va avoir tout cet espace voilà, de guérison, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi bien des addictions. Certains psychédéliques vont être plus à même de travailler sur les addictions, d'autres sur la dépression, d'autres sur des traumatismes, des stress post-traumatiques. Donc, il va y avoir tout l'aspect effectivement guérison psychologique, émotionnelle. Moi, j'aime y ajouter, mais c'est là où on voit justement ma pratique d'hypnose transpersonnelle, le côté, c'est vrai que je suis une vraie psychonaute, donc le côté exploration de conscience. Hmm. Et je trouve que le fait d'explorer sa nature véritable, de découvrir finalement sa nature véritable que l'on peut parfois avoir justement grâce aux thérapies psychédéliques, eh ben c'est très apaisant aussi, c'est très euh, pour moi en tout cas ça a été vraiment une source aussi de guérison de savoir finalement euh, alors j'ai pas envie de dire qui je suis parce que finalement il y a encore le grand mystère qu'est la vie, mais de réaliser sa nature véritable, de la goûter, cette présence, cette vie que l'on est tous et qui est en toute chose, ça change tout en fait. Ça Hmm. a eu un côté vraiment apaisant pour moi. C'est super intéressant. Et
Et comment vous avez été amené à vous intéresser aux psychédéliques? Puisque ce qui est super aussi dans vos témoignages, c'est que vous parlez vraiment de votre expérience et du coup, ça permet aux gens de s'identifier dans votre quête. Et est-ce que vous pourriez un peu partager ça? Comment ça vous est venu en fait l'idée de commencer par voilà, essayer les psychédéliques? C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, moi, si cette chaîne YouTube, Thérapie, qui s'appelle Thérapie psychédélique, j'ai voulu partager du coup mes expériences personnelles, et au travers de toutes ces expériences, on voit bien qu'il y a l'aspect aussi bien soignant, psychiquement, émotionnellement, mais également le côté exploration de la conscience. Les deux Hmm, sont vraiment prégnants, donc comme ça donne un peu une bonne, je trouvais, palette de tout ce qui pouvait être rencontré durant une thérapie psychédélique, durant ce que j'appelle les cérémonies. Moi, j'appelle ça des hmm, cérémonies. Qu'est-ce qui m'a amené un appel, vraiment, en fait, moi, ça faisait déjà avant de fonder l'hypnose transpersonnelle, j'avais senti une sorte d'attrait à la base pour l'ayahuasca. Et en fait, à l'époque, voilà, j'étais mariée et mon ex-mari n'était pas vraiment fan de toutes ces substances-là. Donc, j'avais mis ça un peu de côté, puis je m'étais du coup beaucoup plus concentrée sur l'hypnose transpersonnelle. Mais j'ai un esprit fondamentalement curieux et aventureux. Et de fait, quand on a divorcé, 5 ans plus tard, j'ai senti l'appel de nouveau là. J'y connaissais rien du tout. C'est ça qui est fou, c'est que hmm, je m'étais pas plus renseignée que ça quand je me suis lancée en me disant ok, j'y vais. Et c'est une amie finalement qui m'a dit mais attends, te connaissant, toi qui lis sur tous les sujets, bah tiens, je te conseille ces livres-là. Et c'est marrant parce que pour la première fois, j'avais même pas pensé à lire quoi que ce soit sur le sujet. Et en fait, la lecture des livres qu'elle m'a conseillés, c'est au contraire, ça m'a donné plus envie encore. Ça a vraiment renforcé l'appel. Et du coup, je me suis dit, bah allez, je tente par moi-même, sans savoir réellement au début ce que j'en attendais. J'avais pas d'objectif précis, si ce n'est la curiosité et cet appel profond en moi. Et finalement, quand j'ai commencé à toucher ça du doigt, je me suis rendu compte, comme je l'ai dit, ça fait travailler aussi sur ces ombres, que j'utilisais les cérémonies d'une manière uniquement thérapeutique. C'est-à-dire que je sentais que si pendant la cérémonie, je ne travaillais pas sur moi, hmm, eh bien, je considérais ça comme si je prenais de la drogue. hmm, Et à un moment, ça m'a clairement demandé à être au clair avec moi-même en me disant, attends, est-ce que tu considères comme ça comme de la drogue? Parce que si oui, bah, en fait, arrête. Ou dans ce cas-là, l'invitation, je le sentais derrière, c'était fous-toi un peu la paix, car si hmm, tu fais ça, si tu lâches prise, tu vas pouvoir commencer à explorer ta conscience et à répondre à la fameuse question, parce qu'au fur et à mesure du temps, je commençais à mettre des intentions, et il y avait une intention qui revenait tout le temps, c'était je veux découvrir la structure de la réalité. Quelle est cette structure de la réalité? Et c'était une question que je posais à chaque fois. Et j'ai compris que il fallait que je sois au clair avec ce que j'entendais par le mot drogue, pour justement pouvoir commencer à explorer et plus seulement être tout le temps en thérapie sur moi-même, car ça, au bout d'un moment, ça m'a fait comprendre, ça m'a dit, mais attends, t'es pas si monstrueuse que tu le crois, en fait. C'est bon, quoi. Tes ongles, hmm, tu les as vus, tu as travaillé dessus. C'est une question d'équilibre. Tu vas retravailler dessus quand tu sens que tu déséquilibres quelque chose. Mais là, aujourd'hui, c'est OK. Donc, hmm, explore aussi. Et ça a tout changé, en fait. Déjà parce que ça m'a permis de vraiment être au clair sur mon rapport à ces médecines, et de réaliser que pour moi, ce que j'entendais drogue, c'était, alors en France, c'est complètement indifférencié, c'est-à-dire qu'on appelle ça stupéfiant. Il a fallu plus de 50 ans pour mettre une définition sur ce mot-là. Mais pour moi, en tout cas, non pas dans la législation, parce que je rappelle que je n'encourage personne à utiliser vu que c'est illégal, mais dans la législation, effectivement, ça, c'est des stupéfiants et c'est illégal. Dans ma définition à moi, ce qui est une drogue, c'est quelque chose qui provoque une addiction, qui va amoindrir l'état de conscience et détériorer même l'état émotionnel, psychique et l'environnement de la personne. Or, moi, c'est tout l'inverse qui m'est arrivé. C'est-à-dire hmm, que sous médecine, mon état de conscience est élargi, comme je l'ai dit. J'ai beaucoup plus d'informations, c'est très, très clair. Et ça a complètement aidé à ma guérison psychologique, émotionnelle, mais également à découvrir ma véritable nature, à explorer ma conscience. Donc, on est à l'opposé de la hmm. définition de ce qu'est une drogue. Et ça, c'était important pour moi de le définir. Et quand ça a été défini, bah, du coup, j'ai commencé les explorations de conscience. Magnifique. Et peut-être qu'on peut essayer de décrire un petit peu plus ces psychédéliques. De quoi parle-t-on? Donc, il y a des plantes, des champignons. Vous, dans l'ordre
d'une de vos vidéos, vous parlez de la psilocybine, donc cet actif qui vient de certains champignons hallucinogènes, comme le Psilocybe cubensis. Vous, la première fois que vous avez fait cette thérapie psychédélique, c'était avec une plante ou un champignon? Eh bien non, c'était avec une substance chimique, c'était la MDMA. D'accord. Alors à l'époque, pour être, moi, c'est fou parce que d'ailleurs, c'est ce que me disent mes amis, c'est que j'ai pas le profil en fait, j'ai pas le D'accord. profil des personnes qui prennent des psychédéliques, car j'ai jamais touché à quoi que ce soit. Bien sûr, j'ai fumé des joints quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine Hmm. d'années et tout, mais je touchais pas du tout à tout ça. J'avais touché une fois et de la MDMA quand j'étais jeune, puis j'avais Hmm. uniquement dansé seule dans mon appartement. Enfin bref, rien de bien foufou. Mais quand j'ai vraiment, du coup, à l'âge de 40 ans, vraiment réexplorer ça, en fait, là, c'était, je l'ai fait vraiment sous un mode cérémoniel. Et le tout premier, c'était avec de la MDMA, qui Hmm. avait voilà, comme j'en parle du coup dans ma vidéo sur mon site internet, enfin sur Hmm. mon site YouTube, ma chaîne YouTube, c'était vraiment de la canalisation pure en fait. Mais Hmm. j'ai senti que ça avait débloqué quelque chose. Vraiment, j'avais senti une pression sur mon troisième œil et j'ai senti vraiment comme si ça ouvrait justement quelque chose que j'avais pas jusqu'à présent. Et après, par contre, j'ai été dans des médecines plus traditionnelles avec l'iboga en Afrique. Euh, Hmm. et d'une manière générale, comme c'est voilà, l'Afrique c'est loin, etc., et que tout a un certain coût aussi, je me suis concentrée plus sur des médecines que l'on trouve très facilement en Europe et qui correspondent bien justement à, j'ai envie de dire, à notre état d'esprit européen, à savoir le LSD et la psilocybine, à savoir ce qu'on appelle les champignons magiques, quoi. Hmm. Et est-ce que vous pourriez décrire votre expérience avec les champignons magiques? Moi, j'ai entendu que vous étiez dans une humeur un peu dépressive. Et moi, je trouve ça très intéressant et vraiment fascinant, les effets que peuvent avoir les champignons magiques, à la fois sur la santé mentale. De plus en plus d'études scientifiques montrent que voilà, ça favorise la plasticité cérébrale et du coup, ça permet à certaines personnes qui souffrent de certains troubles mentaux voilà, de retrouver un état plus normal. Et est-ce que vous pourriez un peu développer sur cet aspect, puisque c'est aussi un aspect qui nous intéresse beaucoup sur cette chaîne, c'est le lien entre les Oui, champignons et la santé mentale. ben oui, bien sûr. Et en plus, pour le coup, j'ai une expérience, j'ai toujours eu de très jolies expériences avec les champignons. C'est vrai que c'est une médecine qui peut faire peur dans le sens où moi j'appelle ça la médecine de la terre. Donc ça va nous chercher dans nos profondeurs. Et en même temps, je peux vous raconter trois anecdotes que j'ai eues avec justement la psilocybine qui ont radicalement changé ma vie. La toute première, effectivement, c'est un état dépressif, un épisode dépressif dans lequel j'étais euh, il y a, je sais pas, 2 ans, je crois maintenant. J'ai divorcé, mon activité a fortement chuté avec entre post-Covid, l'Ukraine, problèmes énergétiques et tout. C'est vrai que les gens travaillaient beaucoup moins sur eux, préserver leurs sous et je l'entends parfaitement que quand on a peur de ne pas pouvoir payer le chauffage, on n'a pas forcément envie de dépenser de l'argent dans des séances de développement personnel. Et c'est vrai que l'activité avait chuté. Moi, j'ai divorcé. Donc, tout c'est un peu, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait un petit peu à ce moment-là. Et au final, c'était vraiment pour le mieux, mais ça, on le sait toujours après. Et en fait, au cours d'une cérémonie avec justement des champignons qui avaient été trouvés à Maurice dans un champ, enfin, comme quoi, hein, des fois, il faut pas aller bien loin. Euh, D'un seul coup, j'ai senti vraiment que ça m'invitait d'un seul coup à m'extraire. C'est comme si j'avais été dissociée de mon ego concrètement, de ma personnalité, et ça m'invitait à regarder la boucle mentale dans laquelle j'étais enfermée. Et j'observais du coup de loin la boucle mentale dans laquelle j'étais enfermée. Et d'un seul coup, je me disais, mais ok, mais comment en sortir? Et c'est comme si ma conscience avait été invitée à me concentrer sur mon conjoint qui était à côté et qui, lui, alors était vraiment dans un mode, mais détendu, complètement Hmm. relaxé, pleinement présent à sa détente. Et tout de suite, ça m'a invité à le regarder, à dire, bah, c'est ça en fait, c'est la Hmm. présence dans l'instant présent, c'est être détendu dans l'instant présent, Hmm. quoi qu'il arrive. C'est ça la clé pour se sortir justement de ta boucle mentale dans laquelle tu es enfermé. Hmm. Et à peine j'accueille ça, que de nouveau je me sens replongée dans cette boucle mentale et de nouveau j'ai senti que la cérémonie m'en extrayait une seconde fois en me disant regarde, tu vois, tu recommences et ça Hmm. va vraiment être une question aussi de volonté, de t'observer dans tes pensées pour te sortir, te dissocier de cette boucle mentale et revenir en pleine présence à Hmm. ce qui est réellement. Et à ce qui est réellement, bah, tu es bien, tu es détendu, tu es dans un lit, tout va bien, reviens à la présence
et à ce qui est réellement, quoi. Et ça a Hmm. été magique parce que j'ai vraiment senti, alors en plus de cette observation, de cette prise de recul, je suis intimement persuadée que d'un point de vue énergétique, il s'est passé quelque chose, car dès le lendemain, mais vraiment dès le lendemain, j'ai senti que c'était pas terminé, je veux dire, c'est pas une baguette magique, mais j'ai senti que j'étais sur la voie, sur le fait que je remontais en énergie, je remontais en vibration, et c'était beaucoup plus simple pour moi de rester, voilà, de me raccrocher de nouveau au présent. J'avais plus la sensation d'être enfermée dans cette boucle. Donc ça a été extrêmement, ça m'a fait un bien fou, ça m'a vraiment sorti de mon épisode dépressif. Et peu après, peut-être 2, 3 mois après, oui, c'est ça, 2, 3 mois après, j'ai fait une autre cérémonie, de nouveau avec de la psilocybine. Hmm. Et là, durant cette cérémonie, eh bien, j'ai vu justement la structure de la réalité. J'ai vu notre véritable nature. La psilocybine est venue me chercher sur ma dernière peur et sur ma dernière croyance. Et Hmm. quand j'ai été explorer cette dernière peur, quand j'ai été explorer cette dernière croyance, et bien là, d'un seul coup, j'ai senti que c'est très difficile de mettre des mots sur ce qui a été ressenti, car c'est notre nature véritable. Donc, il n'y a pas de mots à proprement parler. Et dès que j'en suis sortie, la première chose que j'ai pu dire, c'est je suis. Et j'ai compris que ce que j'étais, ce que nous étions, c'était le tout, le rien en même temps, parce que c'est simultané, le tout et le Hmm. rien, et qu'on était sans temps, sans lieu. On était là pour toujours, depuis toujours, en tout temps, en tout lieu, en toute chose. Euh, voilà, j'ai vraiment compris que ce que l'on était, la vie était en toute chose de la création, tout être, mais également dans chaque chose, objet qui paraît inanimé, mais il y a de la conscience dans les objets inanimés, il y a de la conscience absolument en tout, et c'est ce que l'on est. Nous sommes un en réalité, et j'ai senti ce côté unitaire que nous sommes tous en fait, et qui compose en fait la création, qui sous-tend l'illusion. Vraiment, j'ai compris l'illusion de la séparation en fait. Voilà. Hmm. Euh, et ça a été fou parce que ça aussi, ça a été en plus de comprendre enfin ce que l'on était, notre nature véritable, d'en avoir fait l'expérience, euh, que mon accompagnateur a appelé samadhi, mon tout premier samadhi. Ça a été apaisant aussi. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de libre arbitre, que tout était Hmm. en tout temps, en tout lieu. Donc, il n'y avait pas forcément de libre arbitre. Et ça a été un soulagement incroyable parce que ça veut dire que tout ce que j'ai pu dire ou faire, ces grosses valises de regrets ou de culpabilité du passé, je les ai déposées. Il n'y avait pas lieu d'être car tout était juste. Mais également que toute la pression que je pouvais mettre sur le futur, bah, lui aussi, je pouvais le déposer, parce qu'en fait, puisque tout est et qu'il n'y a que à être dans le présent, il n'y a que l'instant présent et qu'il n'y a que à accueillir ce qui est, eh bien, Hmm. de fait, il n'y avait pas à culpabiliser de quoi que ce soit ou pas de pression à se mettre sur quoi que ce soit, car il n'y avait que à accueillir ce qui est, ce qui émerge, les élans de vie qui nous poussent à vouloir faire quelque chose plutôt que quelque chose d'autre, les opportunités que nous offre la vie. Et les opportunités, parfois, c'est des cadeaux bien emballés qui peuvent nous paraître être de grosses difficultés, de grosses épreuves, mais en réalité, c'est toujours des cadeaux. Hmm. C'est magnifique comme témoignage. Et quand je vous écoute, Séverine, j'entends aussi que finalement, le cadeau dans l'expérience psychédélique, c'est la pleine présence, c'est cette présence au monde. Et c'est vrai que quand je vous entends, j'entends que finalement, beaucoup de liens avec la méditation. Et, et du coup, est-ce que vous voyez des liens entre la pratique de la méditation? Alors, je ne sais pas si vous méditez ou... Et Il n'y a que ça des liens de la méditation, c'est vraiment, ouais. on peut accéder, ce que m'a permis d'accéder, c'est-à-dire l'expérience du soi. Euh, Vous entendrez, d'ailleurs, quand j'ai fait cette expérience de notre nature véritable, j'ai écrit tout de suite, c'était un élan d'écrire et de partager ce que j'avais vécu. Et en fait, quand j'ai relu, j'ai rigolé parce que je me suis dit, OK, c'est ce que les saints et les bouddhistes écrivent depuis la nuit des temps, en fait. Hmm. Et pas que je me considère ni comme un saint ni comme un bouddhiste, mais c'est juste qu'aujourd'hui, avant, c'était réservé effectivement à une toute petite élite de méditants qui devaient s'enfermer pendant 20 ans pour protéger le peu de lumière qu'ils essayaient de faire émerger dans cette densité de matière qui est notre monde. Et aujourd'hui,
toutes les vibrations s'allègent. Donc, au contraire, la lumière, il y a une grande vague de lumière qui émerge. Enfin, qui émerge, oui, vraiment qui émerge, que la lumière est, et la lumière Mm. est déjà. C'est juste qu'aujourd'hui, les voiles se font de plus en plus fins et de plus en plus de personnes touchent justement à cette expérience du toit avec pour objectif de le ramener dans le quotidien. Et c'est ça qui est complètement incroyable, c'est que bien sûr qu'il y a des liens avec la méditation. On peut avoir exactement ces expériences-là avec la méditation. Et Mm. ce qui est demandé aujourd'hui, c'est ça, je trouve ça fou parce que ça fait près de 14 ans, 13-14 ans que je suis dans ce qu'on appelle la spiritualité, qui a pris moult formes, les anges, les extraterrestres, les choses comme ça. Et Ouais. aujourd'hui, c'est pas du tout que je renie tout ça, c'est que ça reste des formes. L'incarnation, les anges, les extraterrestres, le je ne sais pas quoi, tout ça, ça reste que des formes dans Mm. lesquelles ce que nous sommes peut s'expérimenter. Et aujourd'hui, la seule chose qui m'est demandée, c'est plus du tout de croire ou pas en ces formes, ça n'a aucune importance parce que tout existe, donc tout est juste, c'est de juste revenir à l'instant présent. C'est vraiment, il n'y a que ça, que ça, que ça, l'instant présent. Mm. C'est super intéressant. Et quand vous parlez de forme, Séverine, et d'instant présent, ça me fait penser à la discussion qu'on a eue au téléphone sur les archétypes. Vous aviez Oui, évoqué le fait que vous aviez vu des archétypes. Alors, les oui, archétypes, c'est un concept qui a été inventé par Carl Jung, si je dis pas de bêtises. oui. Est-ce que vous pourriez un peu développer là-dessus, sur le lien entre les psychédéliques et les archétypes? Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Oui, quand les psychédéliques, mais d'autres approches aussi, comme la respiration holotropique par exemple, peuvent vous permettre d'aller dans différents plans et dimensions. En l'occurrence, il peut y avoir toute la partie biographique, c'est-à-dire nous, enfants par exemple, et de revoir, de revisiter des êtres de nous que nous étions enfants et qui ont besoin d'être entendus, accueillis, etc. Il va y avoir aussi tout ce qui va être les matrices périnatales, donc notre façon finalement d'avoir été dans le ventre de notre maman, la façon dont on est sorti peuvent conditionner, enfin c'est même pas peuvent, c'est conditionner énormément certains de nos comportements adultes aussi, cette façon d'être, d'avoir été mise au monde, d'avoir été accueilli au monde. Mais on va voir également tout ce qui va être ce que je vais appeler le transpersonnel justement. Euh, Hmm. Ça va être vraiment le côté, on peut aller voir du collectif humain. Ça m'est déjà arrivé d'aller travailler sur du collectif humain où je sentais qu'il y avait des libérations qui se faisaient, mais plutôt dans un milieu collectif. Et effectivement, de rencontrer des archétypes sous différentes formes. Celle que je croise le plus souvent, c'est celle de Marie. En fait, c'est vraiment euh, alors la Vierge Marie. Et en même temps, je suis pas du tout catholique. C'est ça aussi qui était complètement fou et qui me déstabilisait beaucoup. Euh, Parce que déjà, dans mes séances d'hypnose transpersonnelle que j'accompagne avec mes consultants, je la rencontrais beaucoup et je comprenais pas pourquoi. Et la première fois que je l'ai rencontrée, donc c'était vraiment sous Iboga, et j'ai compris. On m'a fait cérémonie après cérémonie comprendre que d'une certaine façon, je portais les vibrations de Marie en moi. Alors il n'y a pas du tout une question, pour le coup, c'est pas une question égotique de je suis l'élu, je suis Marie incarnée. En fait, on est des milliers à porter cette vibration et je me demande même si on ne porte pas tous cette vibration, c'est-à-dire les femmes, l'énergie de Marie, et on peut donner des tas d'autres mots selon les cultures, bien sûr, et les hommes, l'énergie du Christ, parce que pour moi, c'est les archétypes, j'ai envie de dire, cosmiques, justement, de la création. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'au cours d'une cérémonie, j'ai rencontré, vraiment, j'avais Marie devant moi et la seule chose qu'elle me faisait ressentir, et c'est là où j'ai vu que c'était un archétype, c'est qu'elle me faisait ressentir la souffrance originelle. Et la souffrance originelle, c'était en fait de mettre au monde cette création, c'est-à-dire la vie, en l'occurrence l'humanité. Il était vraiment question là d'évoquer l'humanité. Et que le voile de l'oubli ferait que l'humain allait oublier sa véritable nature, c'est-à-dire que on n'était que un en fait, et que ça allait générer ce voile de l'oubli allait générer énormément de souffrance parce que forcément avec des comportements et des propos déviants, donc ça allait générer beaucoup de souffrance et qu'en même temps cette souffrance-là, donc c'était, je ressentais que j'étais comme si j'étais cet archétype-là et je pleurais énormément. Je ressentais toute la souffrance de cette séparation, de ce que générait ce voile de l'oubli. Et en même temps, simultanément à ça, c'était extrêmement beau car je savais que ce voile de l'oubli était nécessaire pour s'expérimenter parce que sinon on est cette nature véritable, mais on ne peut pas jouer le jeu de l'incarnation si on n'oublie pas un peu ce que l'on est. Donc ce voile de l'oubli était nécessaire pour l'expérience et en même temps, c'est cette souffrance-là qui, quand elle atteignait, j'ai envie de dire presque un summum pour l'âme,
incarné qui fait que c'était un peu comme, j'aime bien cette métaphore qui est vraiment le pied au fond de la piscine qui permettait de mettre un grand coup qui allait nous repropulser vers la Hmm. lumière, donc en fait vers une quête de sens, vers une quête de notre véritable nature et que l'on en ait conscience ou pas, en fait c'est ce qu'on recherche tous. Notre seul et unique objectif, c'est pas d'évoluer, l'âme c'est parfaitement quelle est sa nature véritable. Notre objectif, c'est de faire l'expérience de qui l'on est, de notre lumière, de notre amour, mais dans l'incarnation en fait. C'est le seul objectif d'une âme qui s'incarne, c'est se rappeler qui elle est vraiment. Et Hmm. même si ça doit prendre 10 vies, 100 vies, 1000 vies, elle revient à chaque fois en expérimentant, en ayant des compréhensions effectivement qui peuvent paraître être une évolution et qui en fait ramène tout doucement l'expérience de l'incarnation vers sa véritable nature. Magnifique. Et c'est vrai, moi, ça me fait penser que le lien avec la souffrance, il doit être important dans les thérapies psychédéliques, puisque en fait, on est certainement amené à être confronté à des parts d'ombre, des difficultés. Et traditionnellement, si je dis pas de bêtises, la thérapie, enfin l'expérience psychédélique, bah, elle était initiatique dans la mesure où en fait, elle confrontait la personne justement à voilà des peurs très profondes. Et c'est vrai que ce lien avec la souffrance dans l'initiation, il est réel aussi dans les grandes spiritualités, comme dans le bouddhisme. C'est la première vérité fondamentale du Bouddha. Donc du coup, est-ce que vous diriez que finalement, la thérapie psychédélique, ça nous met aussi en lien avec la souffrance? Ah oui, Une certaine. ça peut, j'estime être heureuse, enfin, avoir été chanceuse au niveau des thérapies psychédéliques dans le sens où ma quête de sens est partie d'une très grande souffrance personnelle, d'un épisode de ma vie où j'ai perdu mon fils et donc du coup ça a été le début de ma quête spirituelle. Donc c'est parti déjà d'une souffrance qui était monumentale, Hmm. cette quête de sens. De fait, quand j'ai commencé à toucher aux thérapies psychédéliques, moi j'avais déjà, ça faisait déjà 13 ans en fait que j'étais en quête et que je travaillais sur moi. Donc Hmm. c'est vrai que les grosses parts d'ombre et les grosses blessures, je les avais quand même déjà pas mal vues en fait. Je les avais Hmm. quand même pas mal travaillées en thérapie. Ça c'est vrai. Et en même temps, je l'ai vu, hein, il y a vraiment effectivement des fois, je me rappelle l'Iboga à un moment qui m'avait dressé mais mon portrait, quoi. C'est-à-dire, t'es comme si, t'es Hmm. comme ça, en termes de Hmm. personnalité, vraiment, mais d'une manière indifférenciée, ombre et lumière. Et en fait, j'ai vraiment compris, et je crois que c'est vraiment un peu le jeu dans les thérapies psychédéliques, et ça d'ailleurs, j'ai presque envie de dire dans les thérapies psychédéliques, mais dans la vie d'une manière générale, on souffre. Plus on résiste, plus on souffre en fait. Et en fait, plus on va accueillir nos parts d'ombre, plus on va accueillir nos blessures, les accepter, en prendre soin finalement, les mettre en lumière, en prendre soin comme une maman prendrait soin de son bébé, bah, on peut prendre soin de ses parts d'ombre, on peut prendre soin de ses blessures. Et plus en fait on ne les nie pas, plus on ne les refoule pas, plus on les accueille au contraire et on en prend soin, plus on est son propre parent et moins c'est douloureux en fait. Finalement, quoi qu'il émerge, l'idée, c'est toujours d'accueillir ce qui émerge et surtout pas de le nier, surtout pas de le fuir, rien du tout. C'est vraiment au contraire d'être ni dans la fuite, ni dans l'évitement. Non, c'est la même chose, ni dans la fuite, ni dans le je nie, non, non, c'est pas ça, parce que plus on va résister et plus ça va être douloureux. Et je vois, ça a toujours été quand même relativement doux, même si des fois j'ai connecté effectivement à des choses moins drôles concernant ma lignée familiale, etc. Ça n'a jamais été violent parce que je l'ai jamais refusé. En fait, j'ai toujours accueilli ce qui était en Hmm. disant oui, c'est vrai, je suis comme ça. Ah oui, ok, oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler au sein de ma famille. Il y a ça, effectivement, et d'accueillir ça, d'accueillir les traumas, les blessures, les souffrances, les ombres, etc. Je pense que c'est la clé. Mais dans les faits, c'est la clé dans la vie, en fait. À chaque fois que je suis en mode souffrance dans l'incarnation, les cérémonies me disent toujours, à chaque fois, c'est ta résistance à accueillir ce qui est. La paix, Hmm. tu la trouveras quand tu accueilleras ce qui émerge dans ta vie, ce qui émerge dans tes pensées, ce qui émerge dans tes émotions, car tout est accueillable, tout est acceptable et tu dois accueillir ce que tu ressens, ce que tu penses ou ce qui émerge sans le juger, car ce n'est que de l'expérience. Hmm. Ouais. C'est intéressant ce truc sur la résistance. Moi, ça me fait penser à une phrase de Carl Jung qui dit ce qui résiste persiste. Absolument. Tout à fait. Et c'est complètement vrai. Ce qui Hmm. résiste persiste. C'est Hmm. parce que ça veut dire qu'il y a, soit on le fuit,
Donc, en fait, on ne l'affronte jamais. Soit on l'affronte, mais on le nie, en fait. On ne l'accepte pas. On reste en maïeusthésie, c'est l'autre approche que je fais avec l'hypnose transpersonnelle. Je le vois bien, les personnes qui ne veulent pas changer leur réalité, leur point de vue de la réalité, sont celles qui vont souffrir le plus parce qu'en fait, Hmm. elles ont besoin d'être entendues, etc. Et pas de souci, et c'est bien normal. Mais il y a une grosse différence entre euh, être il y a les gens qui souffrent le plus, c'est ceux qui se victimisent ou ceux qui fuient, en fait. Et il y a une différence à faire dans le côté victime, c'est-à-dire il y a être victime de quelque chose, et ça, oui, on peut être véritablement victime de subis, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit par la parole, qu'elle soit physique ou je ne sais quoi. Il y a des tonnes de sévices qu'on peut avoir subis. Et ça, c'est être victime. Effectivement, on est vraiment la victime de ça dans un certain niveau de conscience, car dans un autre, celui de l'âme, celui de l'unité, plus du tout. Mais alors vraiment plus du tout. Et ça aussi, on peut l'explorer en transpersonnel. Et il y a se croire victime de quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, reconnaître qu'on a subi ça, c'est une chose, mais toujours porter, finalement, se croire la victime de la société, de ci, de ça, et de pas vouloir bouger son point de vue, eh bien là, il y a une souffrance qui peut être vraiment terrible. Car tant qu'on reste dans cette position-là, on ne peut pas se sentir apaisé, on ne peut pas euh, euh, guérir quoi que ce soit. Hmm. Et, peut-être pour avertir les gens qui souhaiteraient, qui seraient intéressés par les thérapies psychédéliques, est-ce qu'on peut parler des risques qu'il y aurait à suivre une thérapie psychédélique? Et déjà, peut-être pour commencer, préciser, bon, on l'a déjà précisé lors de notre échange, mais que en fait, les psychédéliques sont classés dans la catégorie des stupéfiants en France et c'est interdit. Et l'objet de notre échange, c'est pas du tout de faire l'apologie de voilà, la consommation de psychédéliques, mais vraiment d'essayer de comprendre un petit peu leur fonctionnement, leur effet, leur histoire. Donc c'est vraiment une approche, disons, pédagogique en fait du sujet. Voilà, on ne Mm. fait pas du tout l'apologie des psychédéliques et c'est important de le rappeler, mais est-ce qu'on pourrait essayer de parler des risques qu'il y aurait éventuellement à la prise de psychédéliques? C'est important, je pense, d'en Oui, parler. bien sûr. Euh, pour la petite histoire, parce que alors il y a Zoé Dubus hein, qui est une historienne française qui Mm. connaît très très bien le sujet des psychédéliques et qui est excellente dans tout ça, que je recommande vivement si vous vous intéressez plus à l'histoire des psychédéliques. Il y a aussi Stéphane Schillinger qui en parle beaucoup. Euh, Maintenant, il faut savoir quand même que les psychédéliques ont été interdits dans les années 1970 par Nixon, sauf que à l'époque, il y avait déjà, ça faisait déjà au moins 20 ans que les psychiatres travaillaient avec les Mm. psychédéliques en thérapie, en fait. Hein. Il y avait déjà une vingtaine d'années de recherche absolument formidables et qui étaient faits aux États-Unis dessus et en Suisse aussi, hein, parce que quand même l'inventeur du LSD, enfin, il a découvert le LSD un peu par hasard, mais Albert Hoffman était suisse, chimiste suisse. Et en fait, ça a été interdit parce que forcément, quand on découvre finalement sa nature véritable, euh, quand on découvre qu'on est amour et lumière, bah, on n'a plus envie de se battre au Vietnam. Et à l'époque, c'était la guerre du Vietnam, ça n'intéressait, Mm. enfin, ça n'arrangeait absolument pas les politiciens de l'époque, justement, d'un seul coup, de voir tous ces jeunes, ces hippies, qui ne voulaient plus se battre parce qu'ils prenaient, bah oui, faites l'amour, pas la guerre, bah oui, c'est clair et net, puisque Mm. justement, ils avaient découvert qui ils étaient vraiment. Qui, voilà, comme je Mm. l'ai dit, on est juste amour et lumière. Ça, c'est pour la petite histoire. Les recherches ont repris assez récemment. On est très en retard en France. Et c'est d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle personnellement je parle de mes expériences. Euh, Comme je l'ai dit, je ne fais pas la promotion, mais au contraire, comme je vois qu'il y a un mouvement de retour un peu partout, il y a très peu d'explications sur finalement qu'est-ce que c'est, quels sont les risques encourus, etc. Et Mm. j'aime bien pouvoir parler de ça, bah déjà pour voir tout ce qui peut être exploré grâce aux thérapies psychédéliques, mais justement pour prévenir des risques. Et c'est très Mm. important de prévenir les risques. Alors pour moi, les risques déjà, et je trouve que ça c'est le plus important, c'est clair et net que si vous avez des problèmes cardiaques et des hypertensions, si vous prenez des anxiolytiques ou des antidépresseurs, ce n'est pas pour vous. D'accord? Ça, c'est clair et net. Évitez de prendre ces substances-là car vous risquez finalement de compliquer votre état de santé physique, voire émotionnel, si vous prenez des substances et si vous souffrez ou prenez ce genre de médicamentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce qui va être très important, c'est le set and setting. Ce qu'on appelle le set and setting, c'est vraiment la façon et avec qui
aient pris ces médecines-là, d'accord? Hmm. Moi, je prône vraiment, si les personnes ne connaissent pas, d'être accompagnées, pour au moins les premières fois d'être accompagnées. J'étais accompagnée les premières fois. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin car je suis expérimentée maintenant dans le milieu. Mais par exemple, j'ai jamais fait d'ayahuasca, ça me viendrait pas à l'esprit, même si on m'en donnait, de prendre ça tout seul. C'est toute nouvelle substance, toute nouvelle médecine, je la prends accompagnée car chaque médecine est différente et va agir d'une manière différente, aussi bien sur le voyage que sur les effets, etc. Donc déjà, c'est d'être accompagné et d'être accompagné d'une personne de confiance. Ça, c'est hyper important parce que on est dans un véritable état de vulnérabilité quand on est sous médecine et malheureusement, on entend parler de cas d'abus, etc. Donc, faire attention, même si oui, on est toujours conscient, pour la plupart des médecines. Moi, ça m'est déjà, avec l'iboga, par exemple, il y a une partie où je n'étais plus consciente. Je sentais que j'étais vraiment à la limite entre la conscience et l'inconscience. Donc, il y a certaines médecines type ayahuasca, iboga, les choses vraiment très costauds où on peut perdre conscience. Il y a des médecines qui, au contraire, on sera toujours conscient, type la MDMA, le LSD, etc. Et en même temps, on est vraiment dans un vrai état de vulnérabilité, dans un vrai état d'ouverture qui change la donne neuronale, comme tu l'as dit. Et du coup, c'est normal, d'une certaine façon, que certains peuvent abuser même si la personne est consciente, à travers une manipulation des mots ou de la thérapie, peuvent abuser. Donc, une personne de confiance et qui s'y connaît, c'est-à-dire qui a à minima des connaissances dans le transpersonnel, dans la thérapie transpersonnelle, mais également qui elle-même a déjà eu plusieurs séances avec des psychédéliques. C'est inconcevable pour moi d'être accompagnée de personnes qui ne connaissent pas ces médecines-là. Pourquoi? Parce que les phénomènes rencontrés peuvent être très déroutants pour quelqu'un, par exemple, qui ne croirait pas au plan supérieur. On a dit aux matrices périnatales, qui se retrouvent à être un bébé, qui se retrouve à être dans une autre vie, qui se retrouve à être dans un plan de l'unité. Si on n'a pas Hmm. expérimenté tout ça, ou qui est dans la dissolution de l'ego, j'ai aussi une expérience avec la Salva Divinorium où j'ai fait la dissolution de l'ego. Ça a été l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Et j'étais très heureuse pour le coup d'être moi-même thérapeute dans le transpersonnel pour me réancrer ici, parce que c'était très difficile d'expérimenter le fait de ne plus exister en tant qu'être, en tant que Séverine, en fait. Enfin, en Hmm. tant que Séverine, parce qu'en tant qu'être, j'existais toujours, mais pas en tant que Séverine. Et ça, c'était terrifiant. Pour mon ego, ça a été terrifiant. Donc, je pense que quelqu'un d'expérimenté dans le milieu, qui a quand même eu plusieurs expériences, c'est plus qu'essentiel. Donc, ça, déjà. Et puis, il va y avoir l'environnement. Est-ce que la personne, elle est bien préparée? Est-ce qu'elle est à jeun? Est-ce Hmm. que on lui a donné des compléments alimentaires? C'est bien de prendre du magnésium, du thé vert, du griffonia, des choses qui vont éviter, par exemple, certaines, surtout avec la MDMA, qui peut faire du bruxisme, des choses comme ça. Donc, d'éviter d'abîmer également tout ce qui va être les récepteurs sérotoniques des neurones. Donc ça, l'environnement doit être serein. La musique doit être adaptée. Il y a des musiques pour voyager. On ne met pas n'importe quelle musique. Donc, est-ce que l'environnement est sécurisé, serein? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a de la beauté? J'ai presque envie de dire, il faut que le lieu soit beau, qu'il y ait des plantes, qu'il soit, voilà, euh, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait un bandeau pour voyager et faire encore plus d'introspection. Euh, donc, il y a l'accompagnant, il y a le lieu, il y a cette notion de sécurité, de confiance. Ça, c'est tout ça, le set and setting, c'est vraiment pour moi essentiel. Et puis surtout, prendre le temps d'intégrer ces expériences, faire des sessions d'intégration. C'est bien beau de faire tout ça, mais si on n'en fait rien, bon, ça reste finalement un souvenir sur notre bibliothèque, dans notre mémoire d'une Hmm. expérience. Mais en réalité, ça peut être extrêmement, avec une intégration, ça peut être extrêmement constructif et d'autant plus vrai si l'expérience a été difficile. Une Hmm. expérience difficile, ça ne veut pas dire un bad trip. Ça veut dire que bien intégré, ça peut être au contraire un vrai boost dans l'évolution de la personne ou dans la guérison de la personne. Donc ouais, Hmm. le set and setting, c'est vraiment très important. C'est super intéressant. Ouais, effectivement, c'est ce que j'ai entendu, le set aesthetics. C'est vraiment ce qui va configurer l'expérience de la personne sous psychédélique et l'aider en tout cas dans son voyage. Et peut-être, est-ce qu'on peut apporter une précision sur le cadre juridique et légal de la prise de psychédéliques? Alors en France, c'est interdit, on est d'accord. Donc du coup, qu'en est-il pour les personnes Alors, qui
suivre ces Pays-Bas. thérapies psychédéliques. D'accord. Pays-Bas, ils ont donc c'est légisé. Si ce n'est pas de la thérapie, officiellement, les retraites qui se font là-bas ne doivent pas être de la thérapie, doivent être juste de l'exploration de conscience, parce que les Mhm. personnes qui accompagnent en retraite sont pas forcément médecins, psychiatres ou ce genre de choses. Mhm. En Suisse, c'est autorisé sous certaines conditions, c'est les médecins psychiatres et c'est à l'hôpital. Donc Mhm. voilà, il y a une liste d'attente, etc. Et je sais que tout ce qui est en Espagne et tout ce qui est en Portugal, il y a un flou juridique. Je crois qu'au Portugal, il me semble que la loi autorise d'avoir une semaine de drogue sur Mhm. soi, parce que les personnes qui sont officiellement donc droguées, ils font pas de distinguo non plus, hein. Pour eux, ce n'est pas un délit, c'est une maladie en fait. Donc c'est pour ça que ce n'est pas pénalisé et que du coup ces personnes ne doivent pas aller en prison, doivent se faire soigner. Donc c'est pour ça qu'il y a un flou juridique et que certaines personnes utilisent, enfin voilà, font des retraites. Je sais qu'il y a des retraites d'ayahuasca, etc. En Espagne, au Portugal, etc. Parce que justement il y a une espèce de flou juridique là-bas. Mhm. Je sais que ça a repris euh, en Australie, dans l'Oregon, aux États-Unis. Enfin voilà, ça reprend un petit peu partout. Donc j'ai bon espoir également que ça puisse à un moment ou un autre arriver en France également. Hmm. Et en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça. Je pense notamment au docteur Olivier Chambon, alors qui a écrit de Absolument. nombreux ouvrages sur la médecine psychédélique. Oui. Moi, je l'ai fait intervenir dans mon film Des champignons et des dieux. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de recherches scientifiques sur le sujet, notamment des recherches sur la psilocybine. Est-ce que vous avez quelques infos sur le sujet, l'état de la recherche scientifique sur les psychédéliques? Non, pas du tout. Parce que là, pour le coup, moi, je suis pas une chercheuse, je suis pas du tout Hmm. une scientifique. Si je devais justement avoir un jour le plaisir d'accompagner, ce serait vraiment sur les aspects trauma, exploration de conscience, etc. Et Hmm. pas du tout de recherche, parce que là, pour le coup, c'est Hmm. pas mon domaine. Je Hmm. sais qu'en Angleterre aussi, ils sont pas mal avancés. Effectivement, pour ça, Hmm. lisez les livres d'Olivier Chambon, ils sont formidables. Ils sont déjà très accessibles. Hmm. C'est un homme très accessible aussi, puisque on se connaît, donc très accessible aussi. Mais surtout, ses livres sont formidables pour bien comprendre l'état de la recherche aujourd'hui. En France, on est très en retard sur l'état de la recherche. Je vais pas mentir, il n'y a pas du tout de Hmm. budget consacré à ça. Il faut vraiment aller en Angleterre où il y a pas mal de recherches dessus, en Suisse aussi où ça a repris. Non, ce que je sais, c'est que voilà, ils ont identifié que euh, comment ils appellent ça, le mode par réseau est mis un peu en off et permet justement cette fermeture de faire des reconnexions synaptiques qui Hmm. n'ont pas lieu habituellement, voire même de créer de nouvelles connexions neuronales. Donc, Hmm. je sais que la recherche aujourd'hui est très intéressée pour tout ce qui est Alzheimer, pour tout ce qui est justement la démence. Je sais aussi qu'ils étudiaient, et c'est vrai que c'est marrant parce que la dernière cérémonie, c'était exactement le sujet, c'est que quand on touche à certains niveaux de conscience, quand on comprend notre véritable nature, il y a vraiment un phénomène où on peut, si mal intégré, on peut vraiment avoir l'impression de devenir fou. Parce qu'en fait, notre véritable nature, bien sûr, c'est amour et lumière, mais c'est aussi un cycle de répétition sans fin. Tout est fractal en tout temps, en tout lieu. Et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et donc, si on peut le voir d'une manière très nihiliste et être complètement désespéré par se dire, mais en fait, je suis enfermé. Ok, je suis ce truc dans lequel je suis enfermé, mais je suis enfermé dans un cycle qui n'aura jamais de fin, etc. Hmm. Et le fait de pas switcher, en fait, peut créer vraiment une psychose, en fait. Donc, Hmm. je sais aussi que ces thérapies-là sont étudiées de près pour tout ce qui est justement les personnes souffrant de schizophrénie, de psychose, etc. Parce que je l'ai vraiment, avec cette dissolution de l'ego, je l'ai vraiment touché du doigt. Si ça avait été mal intégré, j'ai vraiment senti qu'on pouvait switcher et de réaliser que notre nature est complètement fractale, sans début, sans fin. Oui, ça peut faire devenir fou. D'un point de vue, ça pourrait faire devenir fou. Donc, je sais que la médecine s'intéresse à ça. La MDMA, par exemple, est très travaillée pour tout ce qui est traumatique, stress post-traumatique. La psilocybine pour tout ce qui est dépression. On va avoir l'iboga pour les addictions aussi. C'est une formidable substance pour tout ce qui est travail des addictions. Donc, en fait, chaque médecine va avoir et sa couleur déjà dans le voyage, mais également des spécificités pour travailler dessus. Donc, la recherche vraiment travaille un peu dans tous les sens. C'est ça qui est formidable. Hmm. Complètement, ouais. Et le risque, selon vous, Séverine, des psychédéliques, bon, on l'a déjà un peu évoqué, mais ce serait de sombrer dans la folie, c'est ça? Ce serait, Oh, ce serait est-ce qu'il y a un risque réel, voilà, de
effectivement sombrer dans la folie quand on consomme des psychédéliques. Là, une des interdictions, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est problème cardiaque, hypertension, anxiolytique, antidépresseur. Il y a la psychose, effectivement. Si on souffre de bipolarité et troubles du comportement aussi. Donc, si on souffre de bipolarité, de schizophrénie, ou si on a au travers de nos proches, des personnes qui ont subi des épisodes psychotiques, c'est fortement déconseillé, effectivement, Hmm. car ça peut amener à des états de conscience euh, qui vraiment, je l'ai dit, mal intégrés, pourraient créer vraiment une décompensation. Et en même Hmm. temps, j'ai vu des personnes qui, au contraire, après des épisodes qui pouvaient sembler psychotiques, allaient mais tellement mieux, en fait. Donc, Hmm. mais ça doit clairement être accompagné par des médecins psychiatres, en fait. Il n'y a même pas de sujet. Quelqu'un qui souffre de ce genre de trouble, c'est clair et net, je ne conseillerais jamais de prendre ça tout seul ou juste avec un accompagnant en transpersonnel. Ça doit être accompagné par des médecins psychiatres. C'est les mieux à même d'accompagner, en tout cas bien formés, ce serait les mieux à même de pouvoir former ça. Non, le risque, c'est ça qui est incroyable, c'est que si on ne fait pas partie, pour moi, de la classe où c'est no way, on n'y va pas, c'est-à-dire les problèmes cardiaques, etc., le risque, il y en a quasiment pas. On ne peut quasiment, enfin, honnêtement, on peut pas mourir de surdosage de LSD. La MDMA, si, un petit peu, mais encore une fois, si on a des problèmes cardiaques, les champignons non plus. Enfin, c'est ça qui est fou. C'est qu'il n'y a pas réellement, par exemple, il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas de risque de surdosage. Hmm. Si la personne n'a pas un problème avec la psychose, non, elle va. Pour moi, c'est le set and setting. Le risque, c'est un mauvais set and setting. Après, souvent, c'est à définir qu'est-ce qu'un bad trip, parce que pour moi, le bad trip, c'est quand le set and setting a été pas respecté ou quand la personne faisait partie de la catégorie de personnes qui, pour moi, ce n'est pas pour elle, en fait. Ce n'est pas Hmm. parce que cette substance, oui, effectivement, elle n'est pas pour tout le monde. Maintenant, sinon, une mauvaise expérience ou une expérience douloureuse ou difficile, c'est pas un bad trip. C'est Hmm. une expérience difficile qui va nécessiter effectivement d'être intégrée en psychothérapie, mais c'est pas pour autant un bad trip. Et au contraire, bien accompagné, bien intégré, ça peut être une porte, ça peut être à la fin un véritable apaisement, même voire une porte pour l'évolution personnelle de la personne. Hmm. Et pour les personnes qui pourraient pas, enfin, comment dire, avoir accès à la thérapie psychédélique pour les raisons évoquées, est-ce qu'il y aurait des alternatives à la thérapie psychédélique? La respiration holotropique, l'hypnose transpersonnelle. Ok, ouais, c'est les C'est deux. Ouais, c'est les deux parce que en fait, l'hypnose transpersonnelle, je le vois au cours des séances que j'accompagne, on peut aller, enfin mon conjoint qui est très sensible d'une manière générale va aux mêmes endroits, que ça soit en hypnose transpersonnelle ou en thérapie psychédélique, il va aux mêmes endroits. Il peut faire aussi bien de l'exploration d'autres vies que du transgénérationnel, que d'aller dans des états d'unité parce que lui maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu une fois qu'on a atteint ces samadhis, qu'on a fait ces expériences de soi, il y a un peu un chemin qui est dessiné neuronal, je crois. Du coup, on y Hmm. va beaucoup plus facilement. Et ça, je le vois régulièrement. Encore cette semaine, j'ai une personne qui d'un seul coup me dit je suis. Et j'ai compris qu'elle avait connecté ses états d'unité et on était en séance d'hypnose transpersonnelle. Donc ça, c'est possible. Hmm. Et la respiration holotropique aussi, parce que c'est très corporel comme pratique. Donc la respiration holotropique, hein, ça a été mis au point par Stanislas Grof, qui justement à la base utilisait le LSD, et quand Hmm. ça a été interdit, du coup, a trouvé une autre technique de respiration hyperventilée. En fait, on hyperventile, et ça va être une respiration. On peut aller voir aussi des plans de conscience que l'on pourrait rencontrer avec les psychédéliques et qui va être également très corporel. C'est Hmm. vraiment une approche qui va être très Ok. corporelle. Donc, les alternatives légales à ça, c'est aujourd'hui, c'est ça, l'hypnose transpersonnelle et la respiration holotropique. Hmm. Et vous, Séverine, actuellement, vous en êtes où sur votre chemin avec les psychédéliques? Enfin, vous pensez continuer votre exploration ou vous pensez avoir fait le tour? Vous en êtes où Alors, là-dessus? j'ai quasiment, alors bien sûr que je vais continuer, mais pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, je suis une vraie psychonaute, je suis vraiment très curieuse et qu'il y a encore des médecines que oui, que j'ai envie de découvrir. Quand on connaît les médecines, c'est un peu comme un bon vin, c'est-à-dire que un Bordeaux, c'est pas du tout pareil qu'un Bourgogne en fait. C'est une couleur différente, ça a un goût différent, et le voyage gustatif qui va nous amener par ce vin va être différent. Et ben c'est exactement pareil. Les médecines vont amener des voyages différents, et j'aime explorer cela déjà. Maintenant, je vous avoue que j'en fais moins souvent. Pourquoi? Bah parce que, comme je l'ai dit, quand on atteint certains niveaux de conscience, en fait, on n'a plus de questions. En fait, on sait, on n'a plus de questions et en même temps, je continue d'apprendre. C'est ça qui est un peu fou.
ce que je suis, ce que nous sommes, je sais, je l'ai goûté et je sais. Il y a vraiment une différence entre le croire et le savoir, justement, toutes les formes qui sont les croyances et ce que l'on est vraiment. Et ça, ça fait une vraie différence. Et en même temps, je continue d'apprendre sur les concepts, sur la dernière cérémonie, c'était vraiment sur ça, c'est-à-dire ça m'a refait réexplorer cet état de connexion au grand tout, à cet état d'unité, sauf que d'habitude, je le vois toujours sous l'aspect ombre, enfin sous l'aspect lumière, c'est-à-dire vraiment le je suis et ce que je suis est amour et lumière. Et là, ça me l'a fait explorer, mais sous une version nihiliste, à savoir, et en même temps, regarde ce que peuvent ressentir certaines personnes de reconnecter à leur véritable nature, ça peut les faire se ressentir comme si elles étaient enfermées dans un cycle sans fin. Et du coup, soit elles deviennent nihilistes, soit elles deviennent folles parce que ça les rend dingues de se dire qu'en fait, ce qu'elles sont, ce que l'on est incessamment en mouvement dans mille et une formes et se redéploie comme ça en mille et une formes en fait. Et, et je pense que j'ai accédé à ces infos. Pourquoi? Parce que ce que je demande dans ma vie à chaque fois, c'est la sagesse d'accueillir ce qui est, la sagesse et l'équilibre. Et en fait, l'équilibre, bah, c'est accueillir tout ce qui est. Et c'est aussi bien l'ombre que la lumière, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes ombre et lumière. Ça dépend après ce que l'on décide de nourrir dans notre vie, bien sûr, mais nous sommes les deux, la vie est les deux. Et, euh, et c'est important du coup d'en comprendre les deux faces. Donc, comme j'ai beaucoup d'enseignements encore sur de sagesse, j'ai envie de dire, et que je sens que ça nourrit mes accompagnements, en l'occurrence en séance d'hypnose transpersonnelle, en myostésie, etc. Bah oui, je continue bien sûr tant que j'ai ces éléments-là. Maintenant, aujourd'hui, euh, tous les enseignements qui me sont donnés, bien sûr, je sens que ça nourrit ma pratique en tant que professionnelle, mais je sens aussi que ça m'amène énergétiquement à ramener ça dans ma vie, puisqu'à chaque fois, ce qui m'est demandé, c'est vie en présence, vie dans le cœur, vie en présence et vie dans l'instant présent, car il n'y a que ça, en fait. Donc, apprends à accueillir Hmm. ce qui est, ce qui émerge, et tout ce qui est, tout ce qui émerge, car ce que je suis, ce n'est pas ce que je suis vraiment, ce que nous sommes vraiment, ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas un corps. Tout ça, les pensées, les émotions, le corps physique, tout ça, les croyances, ce sont des formes euh, qui se déploient constamment, mais qui ne sont pas permanentes en fait. Et la seule Hmm. chose qui est permanente, c'est ce que je suis vraiment, quoi, qui n'est ni pensée, ni forme, ni corps physique, ni quoi que ce soit. Hmm. Et ouais, en vous entendant, si je comprends bien, du coup, la clé, ce serait d'accueillir ce qui est, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Et ce qui est vraiment, c'est-à-dire, c'est tout. C'est, bien sûr, c'est des situations, des choses qui se présentent. Je sais pas, vous vous êtes fait virer, vous vous posez beaucoup de questions, ok. Mais c'est également accueillir ses pensées et ses émotions. C'est être en phase de dire, ok, je ressens ce que je ressens et j'accueille ça. Hmm. Je cherche pas forcément à le modifier, juste je goûte ce que je ressens actuellement, je goûte mon état émotionnel, je goûte cette pensée parce que ce que l'on aime n'est pas la pensée. Si on était notre pensée, les gens pensent souvent, et c'est ça qui fait qu'on s'identifie à notre personnalité. On se croit être ce corps, ses pensées, ses émotions. Mais si c'était vrai, on pourrait contrôler notre pensée. Or, je vous mets au défi d'essayer de définir quelle sera votre prochaine pensée, en fait. Vous pouvez pas le savoir. Et si on peut pas le Hmm. savoir, c'est qu'on ne le contrôle pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nous. Ce que nous sommes, Hmm. c'est pas cette pensée. Hmm. Ok, ouais. Ouais, c'est un peu l'expérience qu'on fait dans la méditation quand on apprend à se désidentifier de ses pensées, des émotions, de voir qu'en fait elles existent, mais qu'elles constituent pas notre identité. C'est C'est ça. super intéressant. Bah, du coup, on va arriver à la fin de notre échange. J'aimerais être respectueux de votre temps. Du coup, bah, avant de poser ma dernière question, bah, j'aimerais vous remercier infiniment, Séverine, pour bah, déjà votre travail que vous faites dans ce domaine qui nous passionne et Merci. aussi pour votre générosité et votre transparence, puisque bah, voilà, vous partagez avec beaucoup de transparence votre expérience et je trouve ça très courageux puisque c'est un domaine en France qui est méconnu et qui fait beaucoup peur. Oui. Bah, voilà, je vous remercie d'avoir pris la parole. Je pense que c'est très précieux de mettre un peu de lumière voilà, sur des phénomènes ou des thèmes qui sont pas bien connus et qui sont souvent diabolisés et qui l'ont souvent été en France notamment et dans d'autres pays. Et je me disais, pour finir cet échange, est-ce que vous auriez un livre ou un documentaire, un film qui vous a beaucoup inspiré et qui bah, vous a donné envie de vous transformer, qui vous ont éclairé un petit peu dans votre vie et qui peuvent aussi aider des personnes qui pourraient nous écouter, qui ont des difficultés dans leur vie?
Oui, 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 bien sûr. Déjà, ma chaîne YouTube, comme ça, Ok, vous allez pouvoir ouais, thérapie voilà. psychédélique, comme ça, vous verrez déjà toutes les expériences. Je mets aussi quelques documentaires que j'ai trouvé intéressants, piochés par-ci, par-là. Sinon, plus sérieusement, il y a vraiment les livres d'Olivier Chambon, Médecine psychédélique, qui est formidable et qui est vraiment très bien. Il y a également Aux confins de l'esprit, qui se trouve aussi bien en livre, mais aussi une petite mini-série de 4 épisodes sur Netflix, très accessible vraiment du coup. Il y a 4 épisodes sur 4 médecines différentes. Voilà, c'est Michael Pollan du coup qui a fait ça. Voilà, donc ça m'a beaucoup marqué au début quand j'étais dans mes recherches. Si vraiment vous êtes psychonaute, mais plus avancé, je vais vous inviter dans ce cas-là à dire aux confins, c'est Christopher Bach, et je crois que ça s'appelle aux confins. Attendez, je vais le chercher parce que je veux vraiment pas le dire. Ça a été quelque chose pour moi qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. On est vraiment dans du plus avancé. C'est un psychonaute vraiment chevronné, mais qui est complètement incroyable. Euh, voilà, LSD et conscience de l'univers, 20 ans de voyage jusqu'au diamant qu'est-ce qu'il a appelé, jusqu'au diamant du paradis. Voilà, donc en fait, c'est un homme qui, suite aux interdictions, n'a rien dit pendant 20 ans et a fait des expériences sous LSD et a reporté par écrit toutes ces expériences. Euh, et je pense qu'il a eu des niveaux de conscience que très très peu, parce que énergétiquement et physiquement, ça a un prix de pousser si loin ces expériences. Mais c'est vrai que c'est un livre pour les psychonautes plus chevronnés et expérimentés, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Étant moi-même très curieuse et étant ouais, forcément une vraie psychonaute aussi, ça m'a marqué. Mais voilà, pour commencer, Médecine psychédélique d'Olivier Chambon, Sagesse interdite aussi de Stéphane Schillinger, et Aux confins de l'esprit de Michael Pollan, que vous retrouvez aussi bien en livre que dans la mini-série de 4 épisodes sur Netflix. C'est déjà pas mal. Top, génial. Ben, on mettra tous ces livres en description et si des personnes qui ont assisté à cet échange souhaitent vous contacter ou vous suivre, est-ce que, il y a des endroits où on peut vous retrouver? Oui, bien sûr. Alors, il y a par mail, hello@thérapie.psychédélique. Je sais plus s'il y a un point ou pas. Ça se retrouve sur ma chaîne YouTube dans À propos. Je crois que c'est hello@therapiepsychédélique.com. Voilà. D'accord, top. Des réseaux sociaux, Instagram peut-être? Oui, alors pareil, Instagram. Alors, soit Séverine Barbier, ça c'est mon tout venant, mais j'ai également thérapie.psychédélique sur Insta. Et pareil pour Facebook. Séverine Barbier, on me trouve facilement en hypnose transpersonnelle et myesthésie. Et une deuxième page Facebook qui s'appelle aussi thérapie.psychédélique. Génial. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie encore, Séverine, pour cet échange. C'était absolument passionnant. Je vous remercie à ceux qui nous ont écoutés. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode du Café des Guerriers. Merci, Séverine.